Merci en tout cas de cette invitation qui est très plaisante, même si évidemment j'aurais préféré pouvoir assister avec vous à cette journée in concreto. Bon, remercions néanmoins Zoom de nous permettre ce palliatif finalement bien utile. Je remercie les organisateurs de cette invitation. C'est toujours, je trouve, un moment très intéressant lorsqu'on peut rencontrer des collègues venant d'autres champs de savoir pour essayer d'échanger sur des intérêts communs. J'ai une pratique militante depuis très longtemps de l'inter, de la transdisciplinarité, de la création d'objets scientifiques frontières qui permettent justement de faire converger des approches très différentes. Je pense que l'espace, d'ailleurs, est un objet suffisamment consistant pour permettre cette interdisciplinarité qui nous pousse dans les retranchements de nos savoirs disciplinaires et qui nous incite même parfois à franchir les limites de ces retranchements, ce qui est très bien. Donc, merci aux organisateurs. J'apprends de surcroît, je le savais, mais je l'avais oublié, que la journée aurait pu trouver son cadre dans cette belle région de Caen, dans laquelle j'ai résidé il y a très longtemps maintenant, mais qui est chère à mon cœur. Et puis, merci à Yann Calberac, qui, je crois, est là de l'Université de Reims, un collègue géographe de l'Université de Reims, qui a servi de médiateur entre les organisateurs et moi. Donc, je vais vous parler ce matin du virus SARS-CoV-2 et de la pandémie de Covid-19, enfin Covid-19, Covid-20 et peut-être Covid-21 d'ailleurs, hein, etc. Puisque je crois que nous sommes désormais tous et toutes convaincus qu'il va vraiment nous falloir apprendre à vivre avec le virus dans le temps. Cette formule qui était un peu une déclaration étrange au mois de mars, je crois qu'elle a pris beaucoup de consistance, beaucoup de portée pour nous depuis ces derniers mois. Donc, je vais vous parler du virus et de la pandémie, non pas évidemment comme un épidémiologiste ou comme un médecin, mais comme un géographe qui, depuis maintenant plusieurs décennies, s'intéresse à l'action géographique d'opérateurs spatiaux non humains. Donc, la réflexion que je mène sur le virus, comme j'avais mené une réflexion en 2002-2003 sur le virus SARS-CoV-1, donc sur le virus responsable de la première pandémie de SRAS, que j'avais déjà analysé sous un angle comparable à ce que je vais vous proposer, évidemment dans le cas d'une épidémie qui avait été beaucoup plus circonscrite dans le temps et dans l'espace. La réflexion que je vais vous proposer s'inscrit dans une réflexion plus vaste qui est, pour le dire vite, une réflexion qui consiste à se poser le problème de savoir comment, à côté des acteurs humains, qui ont évidemment un statut d'opérateur spatial ou d'actant ou d'acteur ou d'agence spatiale. Nous pourrions passer des heures et des heures à essayer de discerner les différences entre ces manières de nommer les opérateurs spatiaux humains. Personnellement, j'aime beaucoup le mot opérateur parce qu'on y entend l'opération, hein, on y entend l'activité qui opère, c'est-à-dire une activité qui est dotée d'une efficacité dans le monde social, et c'est ce qui m'intéresse. Et pour moi, l'opérateur spatial, c'est donc une entité qui opère et dont il faut essayer de comprendre à la fois les opérations, les modalités de ces opérations. Je le dis parce que vous allez voir que c'est important pour ensuite passer au virus, hein, et déjà, vous voyez comment on peut essayer d'appliquer cette grille au virus. Donc, ce qui est important, c'est la façon dont effectivement une opération, des opérations s'effectuent, quelles sont leurs modalités, mais évidemment, cette analyse n'a pas beaucoup de portée et de sens si l'on ne s'intéresse pas dans le même mouvement aux conditions de possibilité de ces opérations, hein, ce que j'appelle les conditions de possibilité presque au sens foucaldien du terme, hein, c'est-à-dire des conditions de possibilité qui imposent une sorte d'archéologie de ces conditions pour essayer de comprendre comment un opérateur peut poser un certain nombre d'actes à un moment donné dans un contexte sociétal particulier, dans une situation particulière, le contexte étant pour moi l'englobement et la situation étant l'espace pragmatique de l'opération.
hein. Pardonnez-moi d'aller assez vite, hein, mais bon, voilà, tout ça mériterait évidemment que nous puissions en discuter plus longtemps. Et puis, il est évidemment important aussi de réfléchir dans le même mouvement à ce que j'appellerais les conditions de félicité d'une opération, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles une opération est dotée de performance. Parce qu'il y a des opérations spatiales qui ne performent pas, ou des opérations spatiales qui n'ont une performance que pour l'opérateur lui-même, dans un cercle restreint. Et puis, il y a des opérations qui sont dotées de capacités de performance qui sont bien plus vastes. Donc, si on s'embarque avec cette idée qu'un opérateur spatial, mettons pour commencer un humain, c'est donc une entité, une agence si l'on veut, une entité, pour le cas des humains, une entité biographique, dotée d'une personnalité, dotée d'un statut social, dotée d'une insertion dans des réseaux de socialisation, bien sûr, hein, dotée d'un statut économique. Donc, une entité qui opère des actes spatiaux, on y reviendra tout à l'heure, et dont il faut à la fois observer ces opérations en situation d'action, n'est-ce pas, en situation opérationnelle, comprendre les conditions de possibilité de ces opérations et comprendre les effets de performance. Nous avons là une sorte de petit cadre, si vous voulez, qui permet… Je vais écouter d'un œil. Un petit cadre qui permet de commencer à aborder cette étude fascinante des opérations spatiales qui occupent beaucoup les géographes, en tout cas dans mon genre depuis une vingtaine d'années, notamment les géographes francophones, puisqu'on peut considérer que depuis la fin des années 90, on a pu observer ce que j'appelle un tournant vers les spatialités, hein, c'est-à-dire une attention de plus en plus grande des géographes, non pas à la géographie de l'espace matériel d'action, mais plutôt à l'analyse des spatialités de leurs conditions et de leurs performances. Vous voyez la différence que j'essaye d'établir entre les deux, et je me situe, quant à moi, dans le courant de cette analyse des spatialités. Eh bien, si nous partons de l'idée que les humains sont des opérateurs spatiaux, mais bien sûr qu'il y a aussi des entités non humaines qui sont également opératrices spatiales, ces entités non humaines pouvant être de style, de registre et de consistance extrêmement différentes, eh bien, nous pouvons ouvrir le champ de l'analyse à toutes les entités non humaines qui opèrent l'espace en interrelation, en interaction systémique avec les opérateurs humains, que ces opérateurs humains soient individuels ou que ces opérateurs humains soient collectifs. Puisque nous sommes dans une journée espace et consommation, donnons un exemple d'opérateur humain individuel, un consommateur, qui va, par exemple, pratiquer un après-midi d'un samedi hors confinement les travées d'un shopping mall, d'un centre commercial. Prenons, tenez, celui de la Pardieu à Lyon, que j'observe et que je connais bien. Et puis, un opérateur collectif, eh bien, ça peut être Unibail, l'opérateur de ce centre commercial, Unibail, qui, par exemple, décide d'engager une opération de reconversion, réhabilitation du centre commercial de la Pardieu pour plus de 250 millions d'euros et de le confier à l'architecte star international Winnie Maas, autre opérateur qui va intervenir sur cet espace en situation. Et vous voyez bien comment très vite on peut avoir différents types d'opérateurs humains qui interviennent. Et puis, on va y ajouter les opérateurs non humains. On va y adjoindre la prise en considération des opérateurs non humains. Et là, évidemment, le tapis rouge se déroule devant l'opérateur non humain du moment, le virus SARS-CoV-2, puisqu'on peut montrer, j'allais dire presque par l'absurde, tellement la chose est spectaculaire, à quel point l'insertion de cet opérateur non humain dans le jeu spatial du fonctionnement du centre commercial de la Pardieu a provoqué en quelques semaines la fermeture de ce centre commercial au mois de mars. Voilà comment l'opérateur non humain, finalement, a été doté d'une performance absolument décisive. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette idée de l'analyse des opérateurs non humains parce qu'elle permet d'enrichir la compréhension des spatialités et surtout de ce que j'appellerai tout à l'heure les interspatialités, c'est-à-dire les relations spatialisées entre opérateurs.
Donc, mon travail aujourd'hui consiste à essayer de comprendre les interspatialités entre opérateurs spatiaux dans des situations particulières. Et c'est dans ce cadre que j'ai été amené à m'intéresser depuis 25 ans, 30 ans donc aux non-humains et en particulier aux virus qui, pour moi, sont des opérateurs 100% spatiaux, 100% géographiques pour une raison assez simple, c'est que le virus, qui n'est pas une entité vivante simple, puisque le statut d'être vivant du virus est très disputé, puisque vous savez que contrairement à une bactérie, un virus ne peut pas se reproduire tout seul. Il a besoin d'un tiers pour se reproduire et se multiplier. C'est un corps qui l'infecte. Et donc, c'est un virus qui est tout à fait intéressant en tant qu'opérateur spatial, puisque nous pouvons assurément dire que s'il ne trouve pas de véhicule pour se déplacer, eh bien, il disparaît. Donc, une pandémie, c'est la preuve de la puissance véhiculaire du virus. Une pandémie, c'est la preuve que le virus a trouvé de très nombreux véhicules pour se déplacer. Et des véhicules qui sont antérieurs même aux véhicules humains que le virus aujourd'hui utilise, puisqu'il a dû trouver sans doute des véhicules non humains avant d'arriver aux humains, même si on ne sait pas trop encore comment les choses se sont passées. Mais par hypothèse, vous avez peut-être suivi récemment le fait que des élevages de visons avaient été infectés au Danemark par le SARS-CoV-2, puisqu'on a abattu des dizaines de milliers même de visons, par crainte d'une mutation et d'un refranchissement de la barrière d'espace, c'est-à-dire que le virus, il trouve tous les véhicules vivants qu'il peut trouver. Il n'y a pas d'intentionnalité maligne du virus. Le virus se contrefout des êtres humains. Ce qui l'intéresse, ce sont les organismes qui lui permettent de se multiplier. La seule intentionnalité, entre guillemets, du virus, c'est sa viabilité. Donc, nous avons là un opérateur 100% géographique, puisqu'il va dépendre des transferts de corps à corps pour assurer sa viabilité. Donc, il va immédiatement intervenir dans ce qui est pour moi le cœur de la machinerie spatiale au sens fort du terme, c'est-à-dire la régulation de la distance. Donc, il va véritablement, immédiatement être impliqué dans cette question de la régulation de la distance. Alors, à partir de là, on peut essayer de comprendre le virus comme opérateur spatial et essayer de comprendre en quoi il trouble l'espace géographique de cette année 2019 et en quoi il a cette performance absolument extraordinaire. Je crois que nous sommes aujourd'hui conscients, enfin peut-être pas tout le monde, si on allait du côté de l'Amérique du Nord ou du Brésil ou d'autres lieux, on trouverait sans doute, y compris des responsables politiques qui n'ont visiblement pas tout à fait compris ce qu'on est en train de vivre, mais ce virus a une performance telle qu'il trouble l'espace avec une intensité sans pareille. Nous n'avons jamais vécu une situation spatiale comme celle que nous vivons, à la fois à l'échelle globale et à toutes les échelles synchroniquement. Donc, le virus, il est, dans mon langage conceptuel, ceux qui me connaissent, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont lu mon travail, savent que j'aime bien les concepts. Voilà, pardon, c'est comme ça, j'aime bien inventer des concepts. Donc, dans mon langage, le virus est hyperspatial. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'opérateurs pouvant travailler à toutes les échelles géographiques synchroniquement. C'est ça pour moi l'hyperspatialité. C'est l'activation de phénomènes à toutes les échelles géographiques synchroniquement. Le virus active les échelles géographiques qui sont les siennes. Lorsqu'il entre dans un corps, il active une micro-échelle géographique. Si vous avez regardé récemment dans Le Monde, il y avait un très bon papier sur les modalités de l'infection d'un corps par le virus, avec de très jolis schémas. Regardez ce papier, vous avez des petites cartographies de la géographie de l'infection à l'échelle du micro-organisme qu'est le virus. Donc, il est actif à cette échelle des micro-organismes, mais il est aussi actif à l'échelle globale de la planète Terre. Il perturbe les circulations aériennes, il arrête les échanges commerciaux, il met en question les productions industrielles, il ferme les parcs de loisirs, il bride
les activités de certaines entreprises globales, il en stimule d'autres, GAFAM versus activités classiques. Ben voilà, le virus active le potentialité des GAFAM. Et d'ailleurs, peut-être créer un nouvel espace de consommation référentiel, enfin en tout cas conforte un nouvel espace de consommation référentiel qui est celui d'Amazon, de toutes les plateformes en ligne. Mais il désactive d'autres opérateurs commerciaux globaux. Donc, vous voyez, il a une activité globale, il fait intervenir l'OMS, l'ONU, les échanges entre nations, l'Europe. Bon, il a une activité globale tout à fait spectaculaire. Et puis, il a une activité nationale. Voilà, il nous confine en France, il nous confine différemment en Allemagne. Il provoque hier une bifurcation de la décision de gestion de la pandémie que les Suédois avaient mise en œuvre depuis mars. Vous voyez, donc il provoque là aussi des événements nationaux frontaliers. Il ferme les frontières. Il a la possibilité d'entraver les déplacements internes. Et puis, il y a une activité à nos échelles individuelles, à l'échelle de nos corps, de notre spatialité individuelle. Et ce qui est assez spectaculaire, c'est que cette activité spatiale, elle est donc hyperscalaire au sens où toutes ces échelles bougent en même temps. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'activation des jeux d'échelle synchroniquement? Il n'y a pas d'articulation des échelles, il n'y a pas une échelle qui l'emporte sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de hiérarchie entre les échelles. Il n'y a pas des phénomènes corporels qui seraient moins importants que les phénomènes globaux. Non, non, tout est lié. C'est parce qu'il y a les phénomènes corporels en jeu que globalement le virus a ce pouvoir, mais c'est aussi parce qu'il y a ces réactions globales que nous sommes nous-mêmes impliqués dans des types d'actions spatiales. Donc vous voyez, il y a véritablement cette idée très importante que certains opérateurs spatiaux sont hyperscalaires, donc ils ont la capacité d'activer les jeux d'espace à toutes les échelles synchroniquement. Alors, dans mon vocabulaire, pour reprendre un concept d'un géographe très intéressant qui s'appelle Boris Baud, qui a créé le concept de synchorisation. Je vais peut-être vous l'écrire sur le chat, si vous le voulez bien, le concept de synchorisation, que je reprends donc un géographe qui s'appelle Boris Baud. Pour Boris Baud, je le détourne un peu, et Michel Lusseau, la synchorisation, voilà que je parle de moi à la troisième personne. La synchorisation, c'est le pendant géographique de la synchronisation. La synchronisation, c'est l'ajustement de temps différents, voyez. La synchorisation, c'est l'ajustement d'espaces différents et de grandeurs scalaires différentes. Donc, si l'on part de cette idée-là, on voit comment la pandémie, c'est une resynchronisation et une resynchorisation en situation de crise du monde social. Les temps et les espaces sont réagencés, réajustés d'une manière tout à fait inédite. Et c'est cela qui a évidemment été au départ de mon souhait de comprendre cette pandémie. Donc, dès le début de la pandémie, avec d'autres, je pressens l'importance qu'elle va prendre parce qu'en fait, je suis les activités virales depuis très longtemps. En fait, j'arrive à repérer l'émergence du virus au début janvier. Je fais d'ailleurs une première communication sur le virus le 29 janvier pour dire qu'il va sans doute être l'acteur de l'année 2020. Comme quoi, même si un géographe comme moi est capable de le voir, tout le monde devait être capable de le voir. Donc, ça pose quand même aussi des problèmes de gouvernance. Bon, mais passons. Le fait est que j'essaye de comprendre comment le virus agit et je lance dès le mois de mars une série de chroniques vidéo. Merci d'avoir complété la référence pour Boris Baud. Une série de chroniques vidéo sur la chaîne YouTube du programme que je dirige, l'École urbaine de Lyon, donc que j'appelle Chroniques de Géovirale, où j'essaye de suivre la pandémie. Et c'est ces chroniques que je viens de publier. Je fais un peu de réclame dans ce magnifique petit livre rouge, ça traduit ma génération, excusez-moi, qui s'appelle Chroniques de Géovirale, dans lequel j'essaye de reprendre ces chroniques. C'est paru aux éditions 205 à Lyon. Et si vous voulez, je pourrais vous donner le lien également tout à l'heure. Et d'ailleurs, ces chroniques sont enrichies, je le dis pour ceux que ces choses-là intéressent, dans la couverture d'un magnifique sketch note, une planche de dessin qui a été réalisé par quelqu'un de mon équipe qui s'appelle Lou Herman et qui développe aujourd'hui une activité très intéressante d'utilisation du dessin pour exprimer les concepts. Voilà. Si vous voulez bien, dans les
les minutes qui me restent, j'ai été obligé d'expliquer un peu comment je saisissais le virus, parce que ce n'est pas évident autrement de comprendre pourquoi un géographe saisit le virus, un géographe qui n'est pas spécialiste de géographie de la santé. Vous voyez bien, mon propos n'est pas un propos de géographie de la santé. Ça n'est pas cela. C'est un propos plutôt d'analyste des spatialités humaines en tant qu'elles sont articulées avec des spatialités non humaines. Hein, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et qu'est-ce que ça produit dans le monde social? J'ai été amené à m'intéresser au virus pour cela, il fallait que je l'explique. Et il y a deux choses qui m'ont captivé dans ces chroniques de Géoviral, et je vais être obligé de les présenter de façon très succincte, mais on pourra peut-être y revenir dans le jeu de questions tout à l'heure. Première chose, je me suis posé la question suivante. Comment expliquer ce que j'appellerais l'incommensurabilité qui existe entre le fait initial qui est l'infection du patient zéro et l'effet global qui est la mise en quarantaine d'une partie du monde à une échelle inconnue auparavant dans l'histoire humaine de la planète. Jamais, jamais nous n'avions connu un phénomène d'entrave au fonctionnement des sociétés comparable à celui-ci. Et je me pose cette question en avril, au moment où on estime que déjà plus de la moitié de la population de la planète est concernée par la pandémie et plus des 2/3 des pays sont concernés par des mesures de restriction. Et ça s'est accru depuis, puisque vous voyez bien que le virus n'a pas terminé sa circulation à l'intérieur de son réservoir populationnel. Et il ne le terminera que quand il l'aura terminé, c'est-à-dire on ne sait pas quand, et il est probable qu'il ne le termine pas tout de suite, tout de suite. Donc, on a un virus qui véritablement est d'empan global. C'est tout à fait saisissant. Et il y a donc pour moi une sorte d'incommensurabilité entre l'infection du patient zéro, on ne sait pas quand, puisqu'en réalité, on ne connaît pas le patient zéro. Aujourd'hui, toute la recherche sur la façon dont le virus advient est en pleine effervescence, parce qu'en réalité, tout ce qu'on avait dit au départ s'avère vraisemblablement erroné, y compris d'ailleurs la charge morale qu'on faisait porter sur ce pauvre pangolin qui n'en pouvait, mais il semblerait qu'il ait été innocent des crimes qu'on lui imputait, comme dirait l'autre. Donc, il y a vraiment encore une phylogénétique du virus à établir qui n'est pas complètement tranchée. Et puis, l'incommensurabilité entre cette infection, vraisemblablement dans le Hubei, mais on ne sait pas en fait, et les résultats globaux qui vont s'en suivre. Et vous voyez bien, par incommensurabilité, je dis qu'il faut prendre le mot incommensurabilité au sens strict du terme, il n'y a pas de commune mesure. Et il n'y a pas de causalité linéaire. Vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde par un système de causalité linéaire. C'est impossible. La seule manière d'expliquer ça, et c'est une première ligne de travail que je mène au sujet de cette pandémie, la seule manière d'expliquer ça, mais je n'y insisterai pas parce que c'est peut-être moins en rapport avec les journées d'aujourd'hui, mais je dois le citer parce que ça a quand même un petit rapport, la seule manière d'expliquer ça, c'est d'accepter de considérer le monde comme un système urbanisé. C'est-à-dire d'accepter de considérer que le monde issu de la mondialisation, qui dans mon travail est quelque chose qui résulte de l'urbanisation généralisée de la planète. La seule manière de comprendre ça, c'est de comprendre que le monde est un système d'interdépendance et que l'infection du patient zéro n'a pas enclenché une série de causalités linéaires qui auraient mené à la panique globale, mais à enclencher des causalités systémiques, c'est-à-dire des non-causalités, c'est-à-dire des boucles de rétroaction, qui, par l'enchevêtrement des boucles de rétroaction avec d'autres boucles de rétroaction, a provoqué ce que l'on pourrait appeler, dans mon vocabulaire repris des sciences des systèmes, une émergence systémique inédite. C'est-à-dire le monde que nous connaissons aujourd'hui, sous stress du virus, peut être considéré comme une émergence systémique et non pas comme le résultat d'une cascade de causalité linéaire qui nous mènerait mécaniquement du patient 1 à la panique globale. Il n'y a pas d'effet de domino, si vous voulez. Moi, dès qu'un étudiant me parle d'effet de domino, je dis non, il n'y a pas d'effet de domino parce que les rétroactions positives, négatives et transverses
ce ne sont pas justement des effets de domino. Ou alors, il faudrait imaginer que quand un domino tombe sur un autre, en réalité, il provoque une réaction dans un jeu de cartes qui serait situé à 20 km. Vous voyez ce que je veux dire si je pousse la métaphore. Donc, il n'y a pas de causalité linéaire. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant. Et ça n'est compréhensible que si l'on comprend que le monde est un système et que ce système a été déployé par l'urbanisation. Et le virus, il a révélé la géographie de ce système monde urbanisé. Voilà. C'est ça qui est fascinant quand on suit la pandémie. On s'aperçoit qu'elle révèle la géographie de ce système monde urbanisé. Et là où peut-être ça revient au thème d'intérêt de vos journées, me semble-t-il, c'est que ce que montre aussi le virus, c'est que dans la géographie de ce système monde urbanisé, il y a une importance désormais colossale de ce que je nomme dans mon livre publié en 2017 au Seuil, des hyperlieux. C'est-à-dire des hyperlieux dans lesquels je range les grands aéroports, les grands parcs d'attractions, les grandes places touristiques, les grands espaces de consommation que sont les shopping malls, les grands stades, les grands clusters, les grands agrégats de population, où ce qui compte d'ailleurs, ce n'est pas tellement la densité de la population, mais plutôt l'intensité des relations entre personnes qui compte. Eh bien, la première phase de diffusion du virus, c'est un tout petit peu différent aujourd'hui parce que justement, on n'est plus dans la première phase. On voit à quel point le virus suit les lignes de force des mobilités mondiales, bien sûr, mais aussi suit les points de scansion du monde que sont les hyperlieux, les plexus mondiaux que sont les hyperlieux. Et vous pouvez complètement regarder la géographie de la diffusion du virus comme la géographie d'hyperlieux mondiaux. C'est absolument extraordinaire. Je l'ai fait, mais là, je ne vais pas le refaire parce que ça serait trop long. Mais là où ça vous intéresse, vous, me semble-t-il, c'est que dans ces plexus, vous avez de grands espaces de consommation. Et ça n'est donc pas étonnant si ces espaces ont été frappés immédiatement par les mesures de contrainte. Parce que ces espaces de consommation sont devenus ce que j'appelle dans les chroniques de géographie virale des petits mondes, donc des espaces d'agrégation tels qu'ils sont devenus des clusters viraux et des vecteurs de diffusion. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder la diffusion du virus. Vous savez, le virus ne s'est pas diffusé à partir d'un point d'origine en tache d'huile vers les périphéries. Vous voyez, le patient zéro, ce n'est pas le caillou qu'on jette dans l'eau du lac et autour duquel on voit des ondes, vous voyez, régulières s'éloigner. Non, non, pas du tout. Le virus s'est diffusé, comme on disait jadis, en hubs and spokes, donc en nœuds et en rayons. Il s'est diffusé à partir des plexus dont je parlais tout à l'heure et après, il a percolé dans de multiples réseaux communicationnels à partir de ces plexus. Donc, il y a vraiment une capacité du virus à exprimer, vous voyez, la géographie de la mondialisation et à exprimer le caractère systémique du monde contemporain. Dans mon livre, j'explique qu'en 1972, un météorologue, Edward Lorenz, que vous connaissez peut-être, théorise dans une conférence tout à fait célèbre un effet physique qu'il appelle l'effet papillon, puisqu'il se pose la question, c'est le titre de la conférence, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer un ouragan au Nouveau-Mexique ? Et il montre que oui, et il définit les bases d'une théorie physique qui est très intéressante, qui s'appelle l'évolution chaotique des systèmes avec sensibilité aux conditions initiales. Et j'essaye de proposer dans les chroniques de GéoViral de considérer qu'il existe un effet virus, c'est-à-dire une évolution chaotique d'un système avec sensibilité aux conditions initiales. Il y a des sensibilités aux conditions initiales de diffusion de la pandémie, c'est ce que j'appelais les conditions de possibilité tout à l'heure, mais qu'il y a une évolution qui est incertaine et imprévisible. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas capables de la prévoir. À gros traits, nous savons à peu près que le virus va se diffuser. Voilà, c'est ce qu'on sait. Mais vous avez vu à quel point, aujourd'hui, le virus défie les prévisions. C'est tout à fait étonnant, d'ailleurs, de voir que ça fonctionne aussi bien, alors même que les systèmes sociaux sont beaucoup plus complexes que les systèmes physiques, puisqu'il y a ce facteur humain si délicieux qui intervient dans les systèmes sociaux. Donc ça, c'est le premier point d'analyse sur lequel on pourrait s'arrêter longuement et qui, évidemment, permet
à des géographes, à des spécialistes de sciences de la consommation, de sciences économiques, de sciences de gestion, de comprendre pourquoi des espaces de consommation ont été arrêtés, perturbés, d'ailleurs de façon tout à fait extraordinaire. Personne ne s'attendait à voir les centres commerciaux chinois fermés. Les aéroports étendards de l'explosion du transport aérien fermés. Les malls les plus spectaculaires, même le Dubai Mall, fermé. Personne ne s'y attendait. Nous étions en décembre 2019, au contraire, dans une période d'optimisme radieux quant au développement du transport aérien, à l'activité commerciale, même à l'activité des resorts touristiques, etc. Personne ne s'attendait à voir les grands parcs d'attractions Disney fermés. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui, évidemment, nous fait réfléchir. Je pense que vous aussi, vous y réfléchissez. C'est-à-dire quelque chose qui renverrait à une discussion qu'on pourrait avoir et que je mets en avant dans le livre, c'est-à-dire ce que j'appellerais la vulnérabilité des hyperlieux. Finalement, ces grands espaces de consommation, ils se sont avérés extrêmement vulnérables à cette émergence systémique à partir d'un tout petit opérateur. Et vous voyez bien aussi là que la notion d'incommensurabilité, elle fonctionne. Elle fonctionne bien. Donc voilà, ça c'est un premier point d'analyse. Je ne vais pas renchérir parce que je suis assez bavard et donc il est déjà 9h41, donc il faut que je progresse. Je préfère que nous gardions un peu de temps pour la discussion. Deuxième type d'analyse qui m'a intéressé, c'est de me dire, bon, mais finalement, en géographe, comment est-ce que je peux essayer de théoriser à partir des analyses de faits que je pouvais collecter au départ, comme tout le monde, dans ma chambre, hein, dans mon bureau ou dans mon salon, donc ce n'est pas formidable. Hein. Mais comment, en géographe, je peux essayer de proposer une grille de lecture appuyée sur une théorie spatiale de ce que le virus provoque dans l'ordre de l'émergence systémique dont je parlais tout à l'heure. Et je propose donc que nous nous arrêtions rapidement sur 3 points. J'ai déjà évoqué ces 3 points d'une manière rapide, mais je vais y revenir un tout petit peu plus. Je propose donc que nous réfléchissions à l'effet de performance du virus dans 3 registres qui intéressent le géographe. 1, le virus bouleverse les interspatialités entre individus à l'échelle de ces situations d'interspatialité, c'est-à-dire à l'échelle des corps. Donc, c'est la première chose que nous essaierons de voir rapidement. Et je pense que c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, en tout cas, cette interspatialité dérangée. C'est évidemment elle qui a une importance considérable dans la manière dont on peut réfléchir, par exemple, aux effets de ce dérangement sur les futures interspatialités, par exemple, sur les futures pratiques commerciales. Parce que pour moi, une pratique commerciale, ça peut être pensé en tant qu'interspatialité. Un client se rend dans un magasin via une mobilité en traversant un espace. Voilà, il y a de l'interspatialité en permanence. Il est en permanence en relation avec d'autres humains et d'ailleurs aussi avec des non-humains. Et c'est cette interspatialité-là qui est dérangée par le virus et dont on peut se demander, en restera-t-il quelque chose? N'est-ce pas? Et là, je ne suis pas devin, je ne le sais pas, mais en tout cas, il me semble qu'on doit se poser la question et on doit essayer de modéliser des effets possibles. La deuxième chose que le virus bouleverse, c'est l'organisation géographique du monde à toutes les échelles. Bon, ça, je viens déjà d'en parler, mais vous voyez pourquoi je le remets en perspective. Et puis, la troisième chose que le virus bouleverse, et j'en redirai quelques mots peut-être, c'est ce que j'appelle l'ordre géopolitique mondial, global plutôt, c'est-à-dire que le virus change les relations de pouvoir entre opérateurs spatiaux en raison même des nécessités de contrôle de la pandémie qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Donc, on reviendra rapidement là-dessus, sur l'impact géopolitique du virus, en sachant que pour moi, géopolitique n'est pas simplement un mot que j'affecte à la compréhension des relations entre États, mais pour moi, il y a de la circulation de pouvoir dans toute interspatialité. Donc, il y a des géopolitiques qui commencent au domicile, qui commencent dans la vie quotidienne. Bon, si parmi d'entre vous, vous avez des enfants,
chez vous, bah, vous savez ce que je veux dire. Voilà. Il y a de la géopolitique domestique. Et cette géopolitique domestique, elle est aussi, par exemple, tout à fait visible dans l'inégalité de genre à l'intérieur des foyers. Les places, par exemple, inférieures que les femmes ont dans certains foyers, ou le fait qu'on leur confie un certain nombre de tâches domestiques qui sont des tâches spatiales, ça traduit le caractère géopolitique de toute relation spatiale entre individus. Donc, vous voyez, quand je dis que ça bouleverse les géopolitiques, là encore, on va retrouver ce que je disais tout à l'heure, ça les bouleverse du corps au monde. Alors, revenons à l'interspatialité bouleversée. Premier niveau, donc vous voyez, il y a une sorte de tripartition. Le virus opère dans l'ordre de l'interspatialité, dans l'ordre de l'organisation géographique, dans l'ordre de la géopolitique. OK ? Et évidemment, les trois sont liés, mais on peut analyser chacun avec des outils particuliers. Dans l'ordre de l'interspatialité, ce qui est fascinant, c'est que le virus vient troubler, déranger, inquiéter, dériver toutes nos technologies spatiales habituelles. Par technologie spatiale, je désigne un ensemble de compétences spatiales et d'instruments qui nous permettent de réguler notre interspatialité. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'interspatialité, elle se régule, c'est-à-dire elle n'est pas naturelle. Elle est totalement construite socialement, psychologiquement, individuellement. Si j'étais bourdieusien, ce que je ne suis pas, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les travaux de Pierre Bourdieu, je dirais que dans une certaine mesure, on pourrait presque penser ces technologies spatiales comme ce que j'appellerais un habitus spatial qui permet aux individus d'exprimer un capital spatial, un capital d'interspatialité plus exactement. Donc, vous voyez, l'interspatialité n'est pas naturelle. L'être humain n'est pas naturellement spatialisé. Il a à gérer des problèmes de distance, mais il construit des technologies qui sont donc des technologies qui évoluent selon les cultures et dans le temps. Ces technologies spatiales, elles sont historiques et elles sont culturelles. Elles expriment des cultures spatiales particulières. Donc, ce ne sont pas les mêmes partout. Même si d'ailleurs, c'est intéressant, des grands espaces de consommation comme les malls sont, dans une certaine mesure, dans cette période de globalisation que nous venons de vivre, sont des opérateurs de standardisation des interspatialités. Finalement, une partie, peut-être, là je me risque à dire des choses sur des groupes de théories que je ne connais pas, mais peut-être une partie des sciences qui se sont intéressées à l'acte de consommation ou à l'acte de distribution sont également des sciences qui ont essayé de définir des vocabulaires et des corps de doctrine normés de l'interspatialité commerciale, par exemple dans un shopping mall, de façon à établir des sortes de standards qui faciliteraient l'acte de commerce. Voilà, ça paraît en tout cas plausible pour un géographe comme moi, qui suis une sorte d'intoxiqué aux centres commerciaux. J'adore les centres commerciaux, donc je les regarde depuis très longtemps. Et on peut avoir l'impression qu'il y a une sorte de corps de doctrine spatiale qui s'est établi sur la façon dont on organise l'espace du mall, afin que les interspatialités elles-mêmes soient convergentes vers un certain nombre de références, de standards, de pratiques. Donc, ces technologies spatiales, qui sont des créations, des constructions sociales, historiques et culturelles, elles ont été dérangées, bouleversées par la pandémie. Et elles le restent. Nous vivons toujours dans une période où nous devons en permanence ajuster nos pratiques et nos technologies spatiales à une situation pandémique nouvelle. Donc, ça crée pour nous pas mal de troubles. Et d'ailleurs, les gens, quand on commence à les enquêter, il y a des enquêtes qui sont faites, ils vous le disent très clairement. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je peux? Puis-je? Est-ce dangereux? Ne puis-je pas? Devrais-je? Et ça, c'est valable pour fréquenter un aéroport, fréquenter un mall, fréquenter un wagon de RER. Mais regardez ce qui est en train de s'annoncer pour Noël. C'est valable aussi pour fréquenter une fête autour de la dinde au marron. Ou aux États-Unis, il y a quelques jours, autour de Thanksgiving. Faut-il que je me déplace? Faut-il que j'aille voir mes parents? Puis-je organiser une relation? Vous voyez, donc tout ça est troublé par nos standards technologiques sont troublés par la pandémie. Et ce trouble, en fait, il est très puissant parce que le virus met en question 4 fondamentaux de la spatialité et de l'interspatialité.
il met en question la gestion de la bonne distance. Il redéfinit complètement les normes de distance. Alors là, je ne vais pas en faire 50 km parce qu'on appelle comment les gestes barrières. Eh bien, les gestes barrières sont des gestes de distanciation. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous savez, je dis de temps en temps que cette pandémie, c'est le triomphe de la géographie sur toutes les autres sciences. Pardon de le dire comme ça de façon immodeste, mais ça veut dire que les géographes peuvent montrer à quel point l'espace compte dans la vie sociale, mais pour autant, les géographes ne sont pas les inventeurs de ce virus. Donc, ils se contentent d'observer ce qui se passe. Donc là, la distanciation, ça montre bien que la pandémie vient brouiller le registre de traitement de la distance qui est le nôtre. Et nous nous posons des drôles de questions. 1 mètre. Pourquoi 1 mètre? Pourquoi pas 2? Puis-je me rapprocher? Puis-je toucher? Puis-je venir au contact physique? Puis-je m'agréger? Non. Donc, nous sommes là dans une phase très particulière où nous avons une redéfinition de la bonne distance qui est en cours, très puissante. Et alors là, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut faire hypothèse que chez certains individus urbanisés, lorsque nous serons sortis de la pandémie, le mode de traitement de la bonne distance sera modifié. Par exemple, chez certains groupes sociaux, on constatait depuis longtemps des tendances assez fortes chez certains groupes sociaux à répugner aux espaces de forte concentration. Voilà, vous avez par exemple les malls. Il y a beaucoup de gens qui ont été interrogés sur, par exemple, le passage de toute une série de pratiques consommatrices vers les pratiques de plateformes numériques. Dans les enquêtes qui sont faites, il y a des gens qui vous disent qu'ils n'aiment pas les effets de foule dans les centres commerciaux. En gros, ils n'aiment pas le contact, ils n'aiment pas l'agrégation au contact. Bon, est-ce que ça ne va pas amplifier ce mouvement-là? Donc, vous voyez, il y a plein de gens aussi qui vous disent qu'ils n'aiment pas la proximité de groupes sociaux différents d'eux à la résidence. Est-ce que ça va accentuer ces choses-là ou pas? En tout cas, la distance est brouillée, les relations de distance sont brouillées. Mais le virus, donc, brouille aussi la façon dont nous gérons nos places. Ce que j'appelle, ça bouleverse les luttes de place. J'ai écrit un livre en 2009 qui s'appelle « La lutte des classes à la lutte des places », paru chez Grasset, dans lequel j'essayais de montrer que le monde contemporain est marqué par l'importance des prises de place par les individus, par l'importance du phénomène d'emplacement. Savoir où se placer est une compétence spatiale fondamentale et qui est liée évidemment avec la question de la distance. Eh bien, la manière dont on règle ces places est également bouleversé par le virus, tout simplement parce que le virus restreint les jeux de place possibles. J'accélère, désolé, mais il m'aurait fallu la journée en fait, mais bon, je ne pouvais pas et vous non plus, donc essayons d'aller à l'essentiel. Le virus également change notre relation aux limites, au seuil, à la liminalité qui est si importante, puisque la limite, c'est ce qui permet de poser justement des arrêts ou au contraire des franchissements possibles dans des contextes d'interspatialité. Et évidemment que le virus bouleverse la manière dont nous concevons la délimitation, mais bouleverse aussi la manière dont nous concevons le franchissement. Puis-je ou non franchir un seuil? Suis-je autorisé à le faire? Dois-je le faire? Parce qu'il y a ce qui est de l'ordre de l'autorisation normative et réglementaire et ce que je peux faire, ce que je dois faire, qui est de l'ordre, cette fois-ci, plutôt du système de valeurs personnelles. Et puis le virus, évidemment, change complètement mes registres de mouvement et me fait réfléchir, évidemment, au mouvement. Regardez, par exemple, comment la première pandémie, dans les espaces métropolitains, en particulier européens les plus denses, la première pandémie a complètement fait évoluer la réflexion d'un certain nombre d'habitants sur leur mobilité au quotidien. Alors, ça n'a rien créé ex nihilo, ça a plutôt amplifié des réflexions auparavant, mais par exemple, la découverte des espaces urbains avec peu d'automobiles, la découverte de l'importance de la marche à pied, le fait que le vélo permettait finalement d'aller assez loin, assez vite, beaucoup plus qu'on ne le croyait, a accentué un certain nombre de réflexions, par exemple, sur ce que c'est qu'une bonne mobilité au quotidien. De même qu'à Paris, par exemple,
les thèmes abordés par l'équipe d'Anne Hidalgo au moment des élections, autour de la proposition de Carlos Moreno de la ville au quart d'heure, vous savez, la ville du quart d'heure, c'est-à-dire une ville dont on peut accéder à l'essentiel à partir d'un quart d'heure de mobilité pédestre. Eh bien, cette réflexion s'est vue finalement placée sous les projecteurs de l'actualité. Eh bien, c'est une réflexion qui tend aussi à redéfinir ce qu'est une bonne mobilité. Mais dans un autre registre, par exemple, pour parler de mon cas, je me suis aperçu que ça faisait 25 ans que j'avais aussi peu bougé dans un délai aussi long d'un trimestre, puisque depuis janvier, je me suis très peu déplacé, ne serait-ce qu'à Paris, pas du tout déplacé à l'étranger, pas du tout déplacé dans des villes de régions en France ou en Europe, chose qui ne m'arrivait pas depuis 25 ans. Donc ça provoque évidemment aussi une réflexion sur mais qu'est-ce que c'est que le mouvement nécessaire? Quelle est la mobilité nécessaire et celle qui ne l'est pas? Donc, si vous prenez les quatre ensemble, puisque les quatre sont liés, distance, place, limite, mouvement, bien vous voyez que cette expérience pandémique nous fait découvrir un espace d'expérience de l'interspatialité dont les fondements sont complètement troublés par la circulation virale. Pourquoi? Parce que le virus se diffuse dans l'interspatialité de contact. Le virus se diffuse dans l'interspatialité de contact. Donc, nécessairement, c'est un opérateur spatial surpuissant, puisque c'est justement l'air entre nous, l'espace aérologique entre nous, qui est l'espace majeur de transmission du virus via, notamment, nous le savons, les aérosols et les postillons. J'y reviendrai tout à l'heure pour la géopolitique. Donc voilà, première chose, prendre au sérieux le fait que les contraintes sur l'interspatialité sont très fortes. On n'avait jamais connu des contraintes aussi fortes pour un si grand nombre de personnes synchroniquement. Alors évidemment, tout le monde ne règle pas ça de la même manière. Depuis mars. Regardez, par exemple, j'en parle dans le livre, tous les débats autour du masque. Parce que se masquer, c'est évidemment quelque chose qui réinforme l'interspatialité. Pardon de le dire, moi, tous les gens qui disent « Oh, bah, le masque, on n'y pense plus, finalement, c'est naturel, on vient… » J'entendais un épidémiologiste l'autre jour qui disait à une émission de radio « Bah, moi, je me masque tout le temps, y compris maintenant chez moi, je n'y pense plus, c'est devenu naturel. » Ah, non, 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 rien n'est naturel dans les pratiques sociales. Tout est social. Donc, ça veut dire que se masquer, ça réinforme l'interspatialité. Vous parlez consommation. Moi, je fais le pari que si tout le monde doit se masquer dans une pratique commerciale, ce n'est pas tout à fait la même interaction spatiale et le même acte de consommation que quand on ne se masque pas. Et vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent si c'est pour aller dans un magasin avec des contraintes de place, de limites, de mouvement et de distance drastiques, je préfère commander sur Internet. De même, nous pourrions montrer d'ailleurs que lorsque nous utilisons Zoom, nous créons un espace d'interspatialité. Moi, je considère Zoom comme un véritable espace. Et cet espace d'interspatialité, il est sensible au type de registre d'interaction que nous établissons, au type de registre que nous établissons pour gérer notre distance, nos places, les limites entre nous et les mouvements. Par exemple, je peux vous dire, et vous l'avez constaté sans doute, que quand, comme en ce moment, attendez, je vérifie avant de dire des bêtises, non, ça va. Comme en ce moment, je n'ai que la moitié à peu près des visages qui apparaissent sur mon écran, eh bien, ça n'est pas la même chose que si j'ai 100% des visages, ou ce n'est pas la même chose que si je n'ai que des timbres noirs avec les noms. Grâce au visage, je peux voir Yann Kalberak boire son thé ou, dans sa bibliothèque, le saluer, je peux voir, je peux interagir avec vous, je crée une interspatialité qui est différente. Donc, vous voyez, si on prend au sérieux cette idée que l'interspatialité, elle est complètement mise sous tension par l'expérience pandémique, on peut l'appliquer à toutes les situations d'interspatialité et ça devient tout à fait passionnant. Ça devient tout à fait passionnant. D'où l'idée que finalement, l'expérience pandémique que nous vivons collectivement, c'est aussi une des premières fois où que nous, simples quidam du monde entier, nous sommes capables d'être les témoins en même temps que les acteurs
de ce trouble généralisé dans le genre de l'interspatialité. Nous pouvons faire hypothèse que ça nous fait réfléchir sur la manière dont nous régulons nos distances, nos places, nos jeux de limites et nos mouvements, et que ça aura peut-être des impacts sur la manière dont nous établirons ça à l'avenir. Deuxième point, et je vais vite, le virus bouleverse l'organisation géographique à toutes les échelles. Je l'ai dit pour la paralysie des centres commerciaux, mais nous pourrions montrer comment l'ensemble des mobilités planétaires est modifié, comment des systèmes productifs entiers sont reconfigurés, comment nos domiciles eux-mêmes sont potentiellement bouleversés, comment des quartiers entiers connaissent des évolutions étonnantes avec des suites en termes d'aménagement. Par exemple, à Lyon, je ne sais pas ce qu'il en est dans vos métropoles, mais à la suite du premier confinement, un certain nombre de décisions ont été prises de réaménagement d'espace. Parce qu'on avait vu pendant le confinement qu'il y avait certains espaces qui ne fonctionnaient pas comme on pourrait s'y attendre, ou qu'il y avait des espaces de convergence un peu spontanés qui s'étaient créés, qu'on a essayé de réaménager. On avait vu aussi qu'il y avait une appétence pour un certain nombre d'espaces verts, donc on a réouvert des parkings. Enfin, vous voyez, il y a des espaces qui ont été bouleversés et les espaces de consommation qui sont encore ouverts, eux-mêmes ont été obligés de se réagencer, avec parfois des circonstances un peu gaguesques, comme quand on demande aux hypermarchés de placer sous bâche une partie de leur zone de consommation, parce qu'il y aurait des produits qu'il ne faudrait pas acheter. Et vous avez donc là une micro-réorganisation géographique, mais qui évidemment en dit long sur l'importance de ce virus, qui là encore est capable, par son effet de performance, hein, ce n'est pas lui, ce n'est pas un Deus ex machina, je vous l'ai dit, le virus il n'a pas d'intentionnalité et il se contrefiche des êtres humains et de leur avenir. Donc le virus ne nous regarde pas. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on le prend simplement comme un opérateur et pas comme un démiurge. Eh bien, ça a un certain nombre d'effets sur l'organisation, l'agencement des espaces, et un certain nombre de personnes se posent la question aujourd'hui, par exemple dans les études urbaines, dans les études géographiques, dans les études d'aménagement, en ergonomie. J'imagine aussi dans le domaine très particulier du design d'espaces commerciaux. On se pose des questions de savoir comment il faut repenser l'agencement des espaces de vie en commun pour aborder une post-pandémie qui finira par advenir, mais où nous aurons peut-être gardé un certain nombre de réflexes et peut-être d'ailleurs le réflexe de considérer qu'il faut être prudent par rapport à la proximité. Un philosophe qui s'appelle Jean-Philippe Pierron, que j'avais fait travailler pour un texte dans la plateforme éditoriale de mon programme qui s'appelle Anthropocène 2050, a écrit un texte « Sortirons-nous de cette crise plus solitaire ou plus solidaire ?» Donc, il essaye de réfléchir à la façon dont, effectivement, le stress sur la proximité peut ou pas provoquer des conséquences dans la gestion que nous aurons ensuite de cette proximité. Et évidemment, le design d'espace, c'est d'abord un design de la proximité et de l'éloignement. C'est un design des places, c'est un design des franchissements et c'est un design des mouvements. Donc, vous voyez comment on retrouve le stress sur l'interspatialité et la réorganisation des espaces géographiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le vois parce que là, je fais des observations auprès d'architectes, de designers et d'urbanistes, il y a un mouvement qui est parti de réflexion sur comment repenser l'arrangement, l'agencement des espaces de vie post-pandémiques à toutes les échelles. Et ça croise d'ailleurs des choses que vous connaissez bien. Par exemple, on disait souvent que le modèle du mall, le modèle canonique du shopping mall qui s'est développé depuis les années 50, depuis le premier mall historiquement construit jusqu'à aujourd'hui, le modèle du mall comme boîte à forte intériorité, ce modèle était déjà en questionnement avant la pandémie. Il est probable qu'il va l'être encore plus après. Donc, il y a là des choses qui sont tout à fait passionnantes. Et puis, la troisième chose, et je terminerai par là, c'est que le virus, il vient redéfinir, en tout cas, là encore une fois, inquiéter, déranger, troubler, comme j'aime souvent à le dire, les géopolitiques.
C'est-à-dire qu'il va bouleverser les relations effectives de pouvoir qui sont des relations spatiales, c'est-à-dire il va bouleverser la manière dont les pouvoirs circulent à travers les interspatialités des opérateurs spatiaux, quels qu'ils soient. Alors, prenons quelques exemples. On a vu très vite que la pandémie provoquait immédiatement une réflexion sur les frontières. Faut-il fermer ou non les frontières ? Certains en ont profité pour dire en Europe, il faut remettre en question l'espace Schengen. On voit bien, disaient certains, que l'ouverture des frontières est une menace en soi. Et le virus n'est qu'un élément de plus pour conforter l'idée de cette menace. D'ailleurs, vous avez vu comment, par exemple, tous les souverainismes agressifs européens ont immédiatement lié la question virale et la question migratoire. Encore une fois, le virus ne crée rien ex nihilo. Je dis que le virus est une sorte de révélateur d'un certain nombre de choses. Donc, les jeux de frontières ont été redistribués et ils continuent de l'être très puissamment. Regardez la manière dont la Chine, par exemple, gère aujourd'hui sa frontière. C'est tout à fait spectaculaire, avec une volonté chinoise très forte de contrôler absolument les échanges frontaliers. Absolument, sans aucune crainte ni sans aucune timidité, de manière à contenir évidemment la pandémie. Mais vous savez bien quand même que dès que vous activez un jeu de frontières, vous faites plus que ce que vous définissez comme objectif. Fermer une frontière pour se protéger du virus, c'est plus que fermer une frontière pour se protéger du virus, c'est énoncer un autre discours sur les frontières. C'est là aussi où on voit qu'il n'y a pas d'effet causal simple, que nous sommes dans des emballements systémiques. Quand vous fermez une frontière, même pour cause virale, vous vous posez toujours la question de savoir, mais pourquoi faudrait-il la réouvrir ? En tout cas, pourquoi faudrait-il la réouvrir aux personnes ? Peut-être peut-on la réouvrir aux marchandises, mais pas aux personnes. Donc moi, je pense que nous avons aujourd'hui un virus qui vient amplifier un mouvement géopolitique préalable qui est un mouvement de retour d'intérêt pour les frontières. Deuxième exemple, et je m'arrêterai là parce qu'autrement je serai trop long, à l'autre échelle, puisque le virus se transmet par les postillons et les aérosols, eh bien, on voit bien que nous sommes là typiquement dans ce que le philosophe Peter Sloterdijk, dans Sphère, mettait en avant lorsqu'il… Vous savez peut-être que dans cette œuvre en 3 volumes, qui est assez monumentale et en même temps assez complexe, Sloterdijk dit qu'à partir de l'utilisation par les Allemands des gaz dans les tranchées en 1917, on change d'époque géopolitique. Parce que l'air qu'on respire, ce en quoi on devrait avoir le plus de confiance, devient potentiellement une arme. Et il dit, on rentre dans un moment où la question climatique, dit-il, c'est-à-dire la façon dont l'air est considéré comme espace géopolitique, la question climatique devient essentielle. J'avais repris cette idée pour vous donner une illustration de l'intérêt de cette réflexion. Par exemple, en étudiant les enjeux stratégiques de la climatisation de l'air dans les espaces urbains contemporains, en particulier dans les shopping malls. Le fait que la climatisation et le travail sur la qualité de l'air sont des enjeux stratégiques fondamentaux. Alors, quand vous allez au Dubai Mall, vous comprenez immédiatement pourquoi. Donc, il y a véritablement une stratégie aérologique qui est absolument fondamentale dans le design des espaces urbains contemporains. Parce que beaucoup d'espaces urbains contemporains ne tiennent pas sans climatisation aujourd'hui. Et dès que vous avez un espace climatisé et à l'extérieur la fournaise, vous comprenez ce que veut dire le caractère stratégique de l'air frais. Et vous comprenez ce que veut dire la géopolitique de l'air frais, la géopolitique individuelle de l'air frais. Et évidemment, on pourrait montrer comment ceci a de l'importance alors que le réchauffement climatique expose les métropoles à des vagues de chaleur de plus en plus régulières et de plus en plus difficiles à supporter. Mais vient s'ajouter quelque chose qui est que le virus se transmet par les aérosols et les postillons
dans un espace de 1 à 2 mètres autour de la personne qui les émet. Et donc, cet espace de projection d'aérosols et de postillons devient en lui-même un espace géopolitique, c'est-à-dire un espace de conflictualité, un espace d'enjeu. Comment réguler cette géopolitique? C'est là où on revient à l'interspatialité dont je parlais tout à l'heure, masque ou pas masque. Voilà. Si vous vous masquez, vous redonnez à l'espace proche une paix, entre guillemets, c'est-à-dire une non-conflictualité potentielle qui vous permet d'envisager la relation. Alors, vous me direz, ouais, mais comment est-ce qu'autrement on pourrait comprendre le fait que, par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais par exemple, quand moi je me déplace aujourd'hui dans les transports en commun, je suis agacé quand je vois des gens qui portent leur masque sur le menton ou sur le nez. Je suis agacé. Je dis, ils ne jouent pas le jeu, mais quel jeu? C'est bien parce que moi-même, j'ai intégré l'idée que ne pas avoir de masque ou être mal masqué, c'est faire de l'entre-espace, de l'espace intermédiaire entre moi et cette personne, un espace de conflit potentiel, un espace de menace potentielle. Voilà la géopolitique au quotidien. Et d'ailleurs, vous savez, ça a été documenté par certains collègues, que faire remarquer à quelqu'un qu'il porte mal son masque, ça dérive très rapidement vers la conflictualité. Il y a beaucoup d'exemples, y compris terribles, où des homicides ont été commis. On l'a vu à Pau récemment, l'année dernière, au moment du premier confinement, par l'année universitaire précédente, à partir d'une remarque sur le fait que les masques sont mal portés. Et d'ailleurs, à l'inverse, le fait de ne pas vouloir porter son masque est considéré par certains comme un geste de défiance vis-à-vis des pouvoirs, comme un geste de contestation géopolitique du pouvoir. Donc, vous voyez, il faut prendre totalement au sérieux cette idée du bouleversement de la géopolitique par le virus. Et là encore, en matière de réflexion sur la consommation, c'est très important parce qu'il n'y a pas de consommation sans géopolitique. Le design des espaces de consommation sont des designs géopolitiques. Ne serait-ce que parce qu'ils portent aussi en eux une certaine idée de la bonne clientèle, de la clientèle indésirable, des bons gestes, des gestes indésirables. Vous voyez, donc il y a de la géopolitique partout. Voilà. Je termine là, mais ce que je voulais essayer de vous montrer, pardon d'avoir été sans doute un peu long par rapport à ce que j'avais prévu, j'avais dit une cinquantaine de minutes, j'aurais fait à peu près 1 heure. Je ne suis pas rentré dans le détail de tout ce que j'aborde dans les chroniques, et puis il y a encore beaucoup à dire, mais je voulais simplement partager avec vous une sorte d'enthousiasme de géographe vis-à-vis de ce virus qui nous ennuie, mais qui en même temps, il faut trouver des raisons de positiver, nous fait réfléchir, parce que je pense que c'est aussi une opportunité de penser à notre espace de vie en commun et de bien comprendre que le virus, ce qu'il vient troubler, c'est justement tout ce que nous pouvons dire du partage de cet espace de vie et à toutes les échelles. Et je pense qu'évidemment, dans votre spécialité, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Merci de votre attention et je prendrai bien volontiers les questions en devant vous quitter vers 10h45 parce que j'ai cours à 11h. Merci énormément, Michel Dussault, pour cette conférence passionnante. On va donc voir si l'assistance a des questions. Je vous invite à vous signer dans le chat, histoire que tout le monde ne parle pas en même temps. Mais donc, voilà, rallumez vos caméras et vos micros, ceux qui veulent parler. Et si vous avez des questions, c'est à vous maintenant. Alors, il y a encore moins de raisons d'être timide en ligne qu'en présence. Moi, je vais commencer avec une question parce que ça va faire venir les autres, je pense. J'en avais plusieurs, mais en tout cas, une première sur le rôle des géographes vis-à-vis du conseil au pouvoir public. Au fond, est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on vient vous chercher pour vos analyses? Quel rôle vous jouez justement dans l'éclairage des pouvoirs publics sur cette pandémie? Alors, pour l'épisode pandémique actuel, ce rôle est égal à 0, je pense, enfin, ou peu s'en faut. C'est-à-dire, les géographes n'ont jamais été consultés sur la question pandémique, et d'ailleurs, dans l'ensemble, très peu les sciences sociales.
en France en tout cas, mais également aux États-Unis, dans beaucoup de pays, avec quelques variantes dans certains pays scandinaves où les sciences sociales ont été plus impliquées. Mais dans la plupart des autres pays, on a considéré que la pandémie était une chose trop sérieuse pour être pensée par les sciences sociales. Donc, ce sont plutôt les épidémiologistes et les virologues et les médecins qui ont pris la main. Et d'ailleurs, dans les chroniques de Géoviral, la 5e chronique est une analyse du biopouvoir à partir d'une reprise des travaux, évidemment, de Michel Foucault. Et ça ne s'est pas véritablement amélioré, même si dans le Conseil scientifique en France, il y a 2 collègues des sciences sociales, mais qui sont très discrets. Et comme toujours, ce qu'on demande aux sciences sociales, c'est la seule chose qu'on m'ait un tout petit peu demandé, mais je ne l'ai pas fait parce que ça m'a agacé, c'était est-ce que vous pouvez nous aider à faire en sorte qu'il y ait une acceptabilité sociale de la contrainte du confinement? Et moi, je réponds toujours, les sciences sociales ne sont pas là pour mettre de la pommade sur ce qui gratte. Voilà, ce n'est pas leur rôle. Hein. Ça s'appelle le politique en principe, mais les sciences sociales, elles ne sont pas là pour ça. Et je trouve qu'on commet évidemment une erreur parce que les sciences sociales et pas simplement la géographie, parce que là, moi, j'aborde ça, j'ai taquiné tout à l'heure en disant que les géographes étaient les rois de la brousse aujourd'hui, mais en réalité, toutes les sciences sociales ont des choses tout à fait passionnantes à dire. On a un peu écouté les historiens, parce qu'on écoute toujours les historiens, un peu les philosophes. On écoute toujours les philosophes, c'est prudent, mais alors le reste des sciences sociales, très très peu. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de travaux intéressants qui sont faits aujourd'hui en psychologie sociale, en économie, en sociologie des politiques publiques, en géographie, j'imagine en sciences de gestion et de management, en droit. Il y a énormément de gens qui se saisissent de cette question. D'ailleurs, vos journées d'aujourd'hui, dans une certaine mesure, montrent qu'il y a de l'intérêt et qu'il y a des réflexions qui sont menées. Traditionnellement, cher Dominique Roux, pour compléter un peu la réponse, traditionnellement, les géographes ont été souvent sollicités par les pouvoirs publics dans les réflexions sur l'aménagement des espaces, sur l'aménagement du territoire ou l'aménagement et l'urbanisme. Mais on pouvait constater dans les 10 dernières années que cette chose était en train d'évoluer. C'est-à-dire, je pense en fait que bon nombre de systèmes de gouvernement sont aujourd'hui de plus en plus indifférents aux sciences en général et aux sciences sociales en particulier. C'est-à-dire sont de plus en plus dépendants de savoirs différents, que j'appellerais les savoirs de l'expertise, qui sont des savoirs qui peuvent être appuyés parfois sur la recherche, mais qui ne sont pas les savoirs de la recherche. Et dont nous-mêmes, nous pouvons être les acteurs. Hein. Ça nous est arrivé à tous ici et à toutes, j'imagine, d'être à un moment ou à un autre experts. Donc d'avoir ce registre de discours très particulier qui est celui de l'expertise. Et je pense en fait que les gouvernements dans le monde entier se sont de plus en plus tournés vers des expertises et des ingénieries expertes, beaucoup plus que vers les savoirs de la recherche. Et de vous à moi, c'est, de mon point de vue, un problème majeur, non pas parce que les scientifiques auraient les réponses, parce que moi je ne pense pas que nous ayons les réponses, mais nous avons au moins la capacité de construire les problèmes, ce qui est déjà énorme. Et on voit bien que le défaut de préparation que nous avons connu aujourd'hui en France par rapport à la pandémie, défaut de préparation qui quand même est formidable, puisqu'il a été vrai en mars, mais il est vrai aussi en octobre. Donc on n'a rien appris finalement. Ce défaut de préparation, il est à mon sens lié à une incapacité à poser les problèmes. Parce qu'en gros, se préparer, ça n'est pas apporter les questions, c'est déjà être capable de poser les problèmes. Parce que dans un monde d'incertitude, et là aussi, si on écoutait les sciences sociales, on aurait par exemple lu le livre de Lascaux, Barthes et Calon, Agir dans un monde incertain, hein, déjà un livre de plus de 15 ans d'âge, dans lequel il faisait toute la synthèse des théories de l'action incertaine. Bien, on sait que dans un monde d'incertitude, et le monde systémique est un monde d'incertitude, bien, dans un monde d'incertitude, ce ne sont pas les questions qui importent, c'est la capacité à problématiser les incertitudes. C'est ça la préparation, problématiser les incertitudes. Et ça ne peut pas se faire si vous n'êtes pas au contact des sciences sociales donc, et des sciences en général. Regardez, on pourrait dire la même chose sur le changement global. Donc voilà, je complète parce que je pense que nous, en tant qu'universitaires, au sens général du terme, hein, universitaires, chercheurs, le monde qu'on appelle aujourd'hui académique, je pense que nous devons être conscients que nous connaissons aujourd'hui une menace qui est liée aussi au fait
que les intervenants sociaux et politiques sont de plus en plus éloignés des sciences. Alors, ça doit nous poser, nous, une question aussi. C'est-à-dire, s'ils sont éloignés, c'est peut-être que nous les avons éloignés. Que nous les avons éloignés aussi dans la manière dont nous parlons de nos travaux. Pourquoi est-ce que j'écris des livres comme celui-ci, qui est un livre que certains pourraient trouver infra-académique, encore qu'il soit assez complexe, me semble-t-il, et très charpenté Mais c'est parce que aussi je fais des textes qui peuvent être des textes permettant de parler de la science à des gens qui ne sont pas scientifiques. Donc il faut peut-être que nous aussi, on se pose des questions sur la façon dont nous avons fonctionné dans les 15 dernières années autour de la manière dont nous publions, par exemple. Beaucoup. Je ne sais pas si je peux... Oui, oui. Merci. Alors déjà, merci. Pour moi, c'était une bouffée d'air. Donc, je vous remercie pour cette occasion. J'essaie d'exprimer avec mon petit français mes petits points. Le premier, c'est une réflexion que votre intervention a mobilité dans notre discipline de recherche sur la consommation et en marketing notamment. C'est-à-dire, je trouve que le virus a mis en relation, nous, en tant que chercheurs, avec une matérialité des micro-espaces. C'est-à-dire, en marketing, on observe et on réfléchit toujours sur des choses qui sont matérielles, mais observables, alors que le virus n'est pas comme ça. Et donc, je me pose et je pose cette question à mes collègues parce que je pense que, autant que marketeur, on est vraiment nul dans cette compréhension de micro-espaces matériels qu'on ne peut pas observer. Donc, c'était tout simplement ta remarque, pas vraiment une question. Par contre, j'ai peut-être une question pour votre discipline et donc aussi pour nous, c'est-à-dire l'interdépendance entre les opérateurs spatiaux non humains. C'est-à-dire, votre discours a porté notamment sur un opérateur, le virus, mais par exemple, j'ai travaillé, comme beaucoup d'autres gens en ce moment, sur par exemple les masques et je vois comme l'interaction entre deux opérateurs spatiaux tels que le virus et le masque est aussi très intéressant et ça peut modifier tous les niveaux que vous avez évoqués dans votre présentation. Donc, je voudrais comprendre si on peut imaginer une théorie où cette relation entre opérateurs soit mise en valeur et donc exploitée. Merci. Oui, merci pour d'abord la première remarque quand même, je voudrais y revenir parce que c'est très juste. Je reprendrai là une formule de mon collègue et ami et partenaire de longue date, géographe Jacques Lévy, avec lequel nous avons dirigé un dictionnaire de l'espace, de la géographie et de l'espace des sociétés. Il dit souvent l'espace est plus grand que la matière, hein, c'est-à-dire que voilà, quand on a réglé la question des formes matérielles, en réalité, on n'a rien réglé du tout. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je m'intéresse plus à la spatialité, c'est-à-dire à la relation spatiale entre les opérateurs, parce que cette relation spatiale entre les opérateurs, on voit bien qu'elle engage des formes matérielles, mais elle engage aussi ce que j'appelle des imaginations géographiques. Vous voyez, si j'avais le temps, je pourrais réfléchir avec vous à ce que j'appelle les imaginations géographiques de la proximité. Tout ce que nous racontons au sujet de la proximité. Et ces imaginations géographiques de la proximité, ce sont des produits culturels, vous voyez ce que je veux dire, mais qui sont aussi des produits biographiques, qui renvoient à notre expérience biographique, et parfois des produits biographiques, c'est fascinant, transgénérationnels. Quand vous rencontrez des familles issues de la migration, par exemple, et que des jeunes d'aujourd'hui vous parlent de la manière dont leurs arrière-grands-parents vivaient dans la Médina de Fès, alors qu'eux-mêmes ne sont jamais allés à Fès, vous avez ce que j'appelle des transmissions générationnelles d'imagination géographique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est fascinant, les imaginations géographiques, et ça fait partie de l'espace. Vous ne pouvez pas comprendre un espace sans ça. Mais vous avez aussi de la matière invisible versus de la matière visible. Voilà, le virus dans l'air, il n'est pas immatériel, mais il est invisible. C'est ce que Sloterdijk montrait, hein. Il est invisible. Donc, vous devez… L'espace partageable, il inclut ça. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui comment l'air devient un espace géopolitique majeur. Or, l'air, on ne le voit pas.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très difficile d'appréhender, par exemple, la pollution inodore. Le fait qu'un espace est marqué par un air de mauvaise qualité, mais qui ne sent pas. C'est pour ça que la pollution atmosphérique inodore, elle est terrible à cerner. Donc, vous voyez, il y a vraiment, vraiment des choses tout à fait fascinantes. Dès qu'on commence à prendre au sérieux l'idée que l'espace, c'est des matières visibles, des matières invisibles, des systèmes de pensée, des imaginations, des humains, des non-humains. Waouh, c'est beaucoup plus que ce qu'on nous a appris à considérer quand nous faisions de la géographie en lycée. C'est-à-dire, la géographie, c'est simplement la carte des positions des choses. Non, non, ce n'est pas ça la géographie. Hein, je le dis souvent. La géographie, ce n'est pas la réponse à la question où, ce n'est pas la réponse à la question de la localisation. La géographie, c'est la compréhension de la vie spatiale des individus. Alors, ensuite, sur les questions, je viens d'en parler un peu. Évidemment que l'interspatialité, elle n'est jamais exclusivement une interspatialité entre humains. C'est une interspatialité qui embarque tout, les humains, les non-humains, des non-humains vivants ou pseudo-vivants. Voilà. Aujourd'hui, dans nos interspatialités, le virus, comme non-humain, il est en permanence embarqué, qu'il soit là d'ailleurs ou pas, puisque nous craignons sa présence. C'est quand même étonnant, hein. Nous craignons la présence d'une entité à peine vivante et pas visible. Donc, vous voyez, ça devient trapu, mais en fait, on n'a pas besoin de dire que c'est théorique. Moi, quand on me dit que je fais de la géographie théorique, je dis non, je fais de la géographie complètement empirique. C'est-à-dire, je me contente d'essayer de regarder ce qui se passe. Donc, et puis, nous avons également des non-humains non vivants qui peuvent être opérateurs spatiaux. Et dans ce cadre-là, vous avez parfaitement raison, je ne l'ai pas dit et ça me permet de le dire, pour moi, les objets sont des opérateurs spatiaux. Les objets manufacturés, les artefacts sont des opérateurs spatiaux. Très puissants. Et ça, j'ai commencé à travailler ça dans un texte de 1993 où je m'étais intéressé déjà à ces questions des objets à partir d'un exemple puisé dans la littérature, dans les mémoires de Saint-Simon, enfin du duc, hein, pas du comte, donc autour d'un épisode célèbre où un enterrement d'un prince de sang, les princes de sang n'avaient pas eu tous les sièges auxquels ils auraient eu droit en fonction de l'étiquette. Et j'avais développé une idée sur le fait que l'absence d'un siège créait une conflictualité spatiale et que pour le comprendre, il fallait admettre que l'objet était un opérateur spatial. Donc le masque est un opérateur spatial. Le smartphone est un opérateur spatial. Et alors un opérateur spatial encore plus compliqué parce que c'est un opérateur spatial qui est un opérateur spatial hyper spatial et hyper scalaire puisqu'il est connectable. Contrairement au masque, le smartphone peut nous connecter à d'autres espaces directement. Il n'y a pas encore de masque connecté, mais ça viendra sans doute. Mais en tout cas, il y a des opérateurs spatiaux qui se sont eux-mêmes dotés d'une capacité d'agir plus puissante que les autres. C'est-à-dire, grâce à des opérateurs spatiaux connectés, en situation spatiale, ils ouvrent d'autres boîtes spatiales, d'autres espaces, y compris les espaces du numérique qu'il faut considérer comme de vrais espaces. Et là aussi, je pense que la période que nous vivons va donner du poids à l'idée que le numérique constitue un autre espace, mais qui est un véritable espace, à qui l'on peut appliquer les définitions de l'espace, régulation de la distance, place, limite, mouvement, avec le rôle des visages, le rôle des corps. Donc, vous voyez, oui, les objets sont des opérateurs et il faut les étudier en propre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions de l'assistance? Oui, il y a Véronique qui lève la main. On ne t'entend pas, Véronique. Alors, ton micro est allumé, mais… Ah ben voilà, c'est mieux. C'est bon. Zut. C'est bon, t'entendais, hein? Ah bon, d'accord. Très bien. Vas-y. Bon,
Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante et qui nous permet aussi de multiplier un peu notre regard sur l'espace. Moi, j'aurais deux questions. Peut-être que ça témoignera que je n'ai pas tout compris, mais j'aurais deux questions. Vous m'entendez? Oui. Très bien. La première question, c'est, il me semble qu'il y a partout des opérateurs spatiaux, donc y compris les objets, comme vous venez de le dire, les visibles et les invisibles. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui n'est pas opérateur spatiaux? Si tout peut être opérateur spatial, comment intégrer justement ceux qui ne seraient pas opérateurs spatiaux? Ma deuxième question, c'est que vous avez parlé de la distance, de l'idée de régulation de distance. Vous parlez de la distance géographique, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs pour un géographe. Mais quand on va parler de la distance en gestion, on va parler d'autres distances. Par exemple, la distance temporelle, vous en avez parlé quand vous avez noté, je trouvais ça très intéressant, synchronisation et synchorisation. Mais la distance temporelle, on va le voir au travers, par exemple, des gestes barrières. Cette distance temporelle, c'est il y a combien de temps que j'ai vu quelqu'un qui était infecté et du coup, est-ce qu'il est en incubation? Est-ce que moi aussi? Donc, vis-à-vis du virus, on a cette idée-là, avec peut-être l'idée que si on l'a déjà attrapé, on ne l'aura plus. Donc là, on est sur du temps. On parle aussi chez nous de la distance sociale, qui n'est pas que la distance physique, mais qui va se traduire par l'affinité. Par exemple, ou vous l'avez dit tout à l'heure, la distance en matière de pensée, dans l'espace de pensée, quand on est proche de la pensée de quelqu'un. Donc ça, c'est une distance sociale, culturelle ou intellectuelle. Et puis la quatrième distance dont on parle, que vous avez soulevée aussi, c'est la distance hypothétique. Et cette distance hypothétique, elle est très forte avec ce virus parce qu'on ne sait pas si on va l'attraper ou pas et on ne sait pas comment on va l'attraper. Donc, ma question par rapport à ça, c'était de dire comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces autres distances qui finalement sont très liées avec la distance géographique mais qui n'écrasent pas toute la distance géographique. Voilà. Merci de ces deux questions qui vont me permettre de préciser un certain nombre de choses. Alors, y a-t-il des opérateurs qui ne seraient pas spatiaux? La réponse est non, puisque la vie sociale sans espace est impossible. Donc, toute réalité sociale, à un moment ou à un autre, quelle que soit sa condition, pour moi, par exemple, les données biophysiques du système planétaire, en elles-mêmes, ne nous intéressent pas. Je m'explique. C'est-à-dire que si l'on ne considère la Terre que comme une planète dotée de données biophysiques, comme dirait l'autre, la planète est indifférente à l'être humain. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont les données biophysiques sont socialisées, donc transformées en phénomènes sociaux, dans des circonstances historiques particulières. Et pour cela, réfléchissons par exemple à la question du réchauffement. Il y a quelques décennies, le réchauffement n'était pas considéré comme un fait social pertinent par un grand nombre de personnes. Il était considéré finalement comme anecdotique. Et on voit comment aujourd'hui, autour de la question anthropocène, le dérèglement et le réchauffement climatique sont des phénomènes qu'on peut expliquer physiquement, mais qui deviennent des réalités sociales par un processus en quelque sorte de traduction sociale. Et immédiatement, dès qu'un phénomène devient un phénomène social, il a une dimension spatiale parce qu'il n'y a pas de vie sociale sans dimension spatiale. Parce que l'espace est une des dimensions, de même que le temps en est une. Tout phénomène social est temporalisé. Il n'échappe pas au temps. Il n'échappe pas à l'histoire. Il n'échappe pas à la temporalité. Il n'échappe pas à la métrique du temps. Bien, un phénomène social n'échappe jamais à l'espace parce qu'il y a nécessairement de l'espace dans la moindre manifestation sociale et la moindre relation sociale. Donc ça, c'est le pari de la géographie dimensionnelle, c'est-à-dire qui part de l'idée que l'espace n'est pas une étendue sur laquelle le social viendrait se projeter, parce que là, ça veut dire que la géographie serait condamnée
à ne penser que la localisation des phénomènes sociaux, mais que l'espace est une dimension de la vie sociale, et donc il y a de l'espace qui est inclus dans la moindre relation entre réalités sociales distinctes. Voilà. Donc, toute réalité sociale peut être potentiellement opératrice spatiale. Prenons le cas du virus. Pardon, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, non, par rapport à ce que vous dites, je ne voudrais pas monopoliser non plus, mais qu'en est-il de la croyance religieuse? Est-ce qu'elle est aussi spatialisée Bien sûr, elle est temporalisée? Elle est spatialisée au moins très rapidement, pour le dire vite, sans y avoir réfléchi. Elle est spatialisée d'abord parce qu'elle s'exprime dans des configurations spatiales, les espaces religieux. Oui, mais pas que. Mais pas la que. Croyance, hein, on n'est pas sur le culte, on est sur la croyance. Oui, mais le culte et la croyance ont une certaine relation, parce que s'il n'y avait pas des effets de croyance, il n'y a pas de croyance sans lieu. Hein. Jusqu'à présent, moi, je ne connais pas de système de croyance qui ne se cristallise pas à un moment ou à un autre dans des lieux. Le bouddhisme, qui est souvent considéré comme une religion très particulière, qui n'en est pas une d'ailleurs, puisque au départ, ça n'était pas pensé comme religieux, ou le taoïsme, ou le shinto au Japon, qui est une manifestation rituelle très particulière, elle est entièrement tournée par l'existence de ritualités géographiques, c'est-à-dire de ritualités spatialisées. Donc, il y a un rapport entre les espaces cultuels ou rituels et les systèmes de croyances. Dans les tribus que les anthropologues ont étudiées, qu'on appelait à l'époque les tribus primitives, il y avait des espaces de ritualité qui étaient très forts dans des systèmes de croyances qui n'ont rien à voir avec les religions telles que nous les pensons. Et puis, une deuxième manière à la croyance de se manifester, c'est dans la définition d'imagination géographique particulière. Par exemple, si vous estimez que les femmes vous sont inférieures, mais vous avez une manière de réguler leur présence dans l'espace public ou la relation aux hommes, par exemple, qui se traduit dans des configurations géographiques, dans des configurations spatiales. Donc moi, je pense que c'est ce qu'on a écrit un jour avec Jacques Lévy dans un texte, que l'idée d'un fait social sans spatialité est une aporie. En fait, ça n'existe que dans les théories philosophiques. Mais autrement, c'est très difficile à trouver. Prenons encore le cas du virus. Imaginons que ce virus soit resté chez les chauves-souris. Il existerait, mais il n'aurait pas acquis de statut d'opérateur spatial au sens où je viens de le définir. Mais il existerait, mais ce serait un opérateur spatial. Si j'étais un géographe, si j'étais une chauve-souris géographe, je pourrais dire il a un statut, mais dans la mesure où je travaille sur l'espace humain, il existe en puissance, mais il n'existe pas en manifestation. Donc, ce qui est intéressant pour compléter votre question, c'est de bien comprendre qu'un certain nombre de réalités sociales, dans certaines circonstances, n'ont pas de statut d'opérateur spatial. Elles ne l'ont que lorsqu'elles sont activées. Vous voyez ce que je veux dire, qu'elles sont activées. Prenons un cas limite qui est, je ne sais pas moi, le cas d'un ermite qui vivrait totalement reculé de tout, en autosuffisance dans son ermitage, comme il en existe quelques-uns. Bon, voilà, il serait opérateur spatial parce qu'il organiserait sa propre spatialité, hein, j'entends bien. Mais on pourrait faire l'hypothèse d'une sorte de cas limite dans la capacité de performance de cet opérateur spatial parce que justement, il ne se socialise pas. Voyez ? Ouais. Donc, je pense qu'il faut bien saisir, nous, ce qui nous intéresse, nous géographes, c'est pas d'avoir, et ça me permet de répondre peut-être à ce qu'il y avait derrière votre question, et je comprends que ça puisse troubler, hein, les géographes n'ont pas de liste des opérateurs spatiaux a priori. Vous voyez, on n'a pas une liste qui permettrait de faire la comptabilité des opérateurs spatiaux. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est de comprendre comment, en situation, des réalités sociales sont opératrices. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un virus, par exemple, peut devenir un opérateur spatial à un moment donné? Ça, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et il y a des virus qui seront des opérateurs spatiaux faibles ou qui seront des opérateurs spatiaux non activés.
De même, le masque n'était pas un opérateur spatial particulièrement activé, enfin, sauf quand même en France où, dans une certaine mesure, le débat sur le voile intégral dans l'espace public avait déjà activé cet opérateur géopolitique qui était le masquage du visage. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, me semble-t-il. Et on voyait déjà bien que cette idée du masque sur le visage troublait le jeu géopolitique dans un pays comme la France. Ce qui peut être d'ailleurs pour certains, hein, j'ai un collègue qui a essayé de dire que la réticence française à imposer le masque était liée justement au fait que nous avions eu un débat très important autour de la nécessité que le visage apparaisse démasqué dans l'espace public, découvert dans l'espace public. Bon, il y a en tout cas des choses très intéressantes, et ce qui est intéressant, c'est l'activation des opérateurs non humains, parce que les opérateurs humains, dès que vous mettez un pied dehors, vous êtes opératrice spatiale. Même pas. Dès que vous vous levez de votre lit, même dans votre lit, vous êtes opérateur spatial, parce que vous organisez un espace qui est l'espace de votre couche, et quand on dort à plusieurs, on sait qu'il y a de la géopolitique du lit, hein, qui n'est pas complètement négligeable dans la vie de couple. Ça, c'est la première question. La deuxième question sur la distance. Alors, il faut bien voir que pour les géographes, on a tendance à considérer que la distance géographique, c'est une distance qui est un peu particulière parce que nécessairement, c'est la distance qui peut s'exprimer en partie par des arrangements d'espace matériel. Hein. C'est-à-dire que l'interspatialité dont je vous parle, ce n'est pas une interspatialité abstraite, c'est une interspatialité concrète, c'est-à-dire qu'elle se traduit dans des dispositifs de distance qui sont des dispositifs d'écart. Voilà. Nous sommes distants, nous pouvons le constater. Il y a un écart que je dois franchir si je veux me rendre de chez moi à mon travail. Il y a une distance. Que vous le preniez comme vous le vouliez, cette distance, vous ne pouvez pas la supprimer. D'ailleurs, vous ne la supprimez même pas quand vous êtes en télétravail, parce que dans une certaine mesure, le télétravail vous permet d'avoir une technologie qui permet de compenser, de pallier momentanément votre incapacité à vous mouvoir, mais la distance entre votre lieu de travail et chez vous, elle reste entière et vous savez qu'elle est un problème. C'est d'ailleurs parce qu'elle est un problème que vous utilisez la technologie numérique. Donc, le fait quand même si la géographie est plus grande que la matière, ce que les géographes ont de particulier par rapport, par exemple, aux sociologues, c'est qu'ils prennent quand même au sérieux l'organisation matérielle de la matière, l'organisation géographique de la matière. C'est-à-dire que nous prenons au sérieux le fait que l'existence de la distance, l'existence de places concrètes, c'est-à-dire d'endroits où nous devons nous emplacer, cette existence est problématique. Mais tous les enseignants le savent bien. Hein. Nous, en tant qu'enseignants, nous savons très bien que le remplissage d'une salle ou d'un amphithéâtre, c'est toujours, quand il y a moins d'étudiants que de sièges, même avant les contraintes de distanciation, quand il y a moins d'étudiants que de sièges, voilà. Pourquoi est-ce que les étudiants ne se mettent jamais au premier rang? On sent mauvais, enfin, bon, sans doute, on postillonne. Alors moi, oui, c'est vrai. Mais ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une géopolitique de l'assise. Et d'ailleurs, dans le vieux français, on appelait ça comment? On appelait ça la préséance, la bienséance. Dans préséance, bienséance, vous avez quoi? Vous avez séance, vous allez s'asseoir. Donc, cette question de la matérialité des configurations spatiales, même si l'espace ne se résume pas à ça, parce que ça implique aussi les valeurs que nous accordons à ça, cette question, nous ne pouvons pas l'évacuer. Donc, ce qui fait que notre distance géographique, nous avons tendance à la considérer comme différente des distances sociales et historiques dont vous parlez, qui sont tout à fait intéressantes, mais qui pour nous seront plus métaphoriques, et qui nous gêne souvent aussi pour une raison simple, c'est qu'un géographe, quand il examine les relations de distance, il va définir la métrique qu'il utilise. Par exemple, quand je vous parle de l'interspatialité au contact, je définis une métrique qui est celle qui correspond à l'échelle des situations d'intercorporéité. Voilà, la métrique du mètre, la métrique du corps. Ce n'est pas la métrique de l'action d'une organisation internationale. Ce n'est pas la métrique de Donald Trump. Ce n'est pas la métrique des GAFAM. Vous voyez ce que je veux dire par métrique? Donc, le géographe va toujours définir la métrique qu'il utilise. Pourquoi? Parce que la métrique qu'il utilise, c'est ce qui va lui permettre de qualifier l'ordre de grandeur, l'échelle, si vous préférez, du phénomène qu'il examine.
Ce que je regrette chez les historiens et les sociologues qui parlent de distance sociale ou de distance temporelle, c'est qu'ils ne qualifient pas trop souvent leurs métriques, les historiens plus que les sociologues. C'est-à-dire, quelles sont les métriques utilisées pour mesurer ces distances? Alors, c'est là où moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Pierre Bourdieu, parce que Bourdieu, quand il parlait de ces distances sociales, lui, il avait des métriques. La métrique, vous la trouvez dans le fameux tableau en composante principale de la distinction. Vous avez une métrique, c'est-à-dire vous avez une manière de mesurer la distance entre des positions sociales. OK, moi, je trouve ça fair play. Voilà. Il nous explique sa métrique, la manière dont il mesure les écarts. Alors, pour terminer aussi, je dirais qu'évidemment, dans la distance géographique, il y entre de la temporalité et de la socialité. Bien sûr, les espaces sont toujours des espaces-temps. Aucun espace n'est indifférent au temps. Bien entendu, ne serait-ce que pour une raison, c'est que l'acteur spatial, humain, il vit avec le temps. Quand vous posez un acte spatial, imaginons que là, tout à l'heure, après la conférence, vous sortiez pour votre heure autorisée avec votre attestation dérogatoire. Intéressant comme géopolitique du déplacement, l'attestation dérogatoire. C'est très intéressant. Nous sommes à peu près le seul pays où ça existe comme ça. Ça, c'est vraiment un effet géopolitique tout à fait intéressant de contrôle de la spatialité via une formule administrative surveillée par la police quand même. Mais si vous sortez pour prendre l'air tout à l'heure, eh bien, cet acte-là va s'inscrire dans une activité biographique. C'est-à-dire cet acte, il ne sera pas indépendant de votre temporalité à vous. Et cette temporalité à vous, en tant qu'acteur humain, cette temporalité, elle va mêler évidemment des temporalités qui sont psycho-affectives, biologiques, sociales, professionnelles, familiales, n'est-ce pas? Immédiatement, donc vous voyez que l'acteur spatial, il est dans le temps. Il est avec le temps, toujours, et avec l'espace, toujours. Donc, la temporalité est toujours présente, et la socialité l'est aussi. Par exemple, les contrôles de police aujourd'hui, dans le cadre des attestations dérogatoires, on pense que c'est assez sûr aujourd'hui comme résultat, les contrôles de police qui sont faits ne sont pas faits de façon équivalente entre tous les groupes sociaux. C'est-à-dire les jeunes issus des minorités visibles sont plus contrôlés que vous et moi. Ça veut donc dire que quand on essaye d'être un acteur comme un acteur spatial policier qui contrôle les attestations dérogatoires, on injecte dans la gestion de cette situation de la socialité, c'est-à-dire des valeurs sociales, des effets de distance sociale. C'est-à-dire on projette sur des individus l'idée qu'ils seraient plus susceptibles d'être contrevenants que les autres. Donc vous voyez comment dans la question spatiale, il y a nécessairement de la temporalité, il y a nécessairement de la socialité, etc. etc. Donc, les distances sont multiples. On peut avoir des distances sociales à condition de qualifier les métriques. Et la distance géographique, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle part toujours de l'observation aussi du caractère concret des interspatialités. Merci à vous. Merci infiniment pour cette présentation et pour les réponses aux questions que vous avez apportées. On va donc, de notre côté, faire une petite pause avant de reprendre pour la session de 11 h. Et donc, on se retrouvera à 11 h sur cette réunion. Eh bien, bonne journée d'études à tous et toutes. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir.